Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Nous allons parler maintenant de physique nucléaire qui traite du noyau qui est composé de protons et de neutrons qui collectivement sont appelés des nucléons. Là aussi, la physique nucléaire est un domaine assez vaste, très complexe, et nous ne verrons que la toute petite partie dont nous avons besoin. Au sein du noyau, les protons et les neutrons s'empilent sous forme de couches, un peu comme pour les électrons, sauf que c'est dans un espace beaucoup plus petit, et c'est aussi beaucoup plus complexe. Nous ne verrons pas toute cette structure qui est vraiment extrêmement complexe. L'intensité de l'interaction forte est extrêmement grande, ce qui explique que le noyau soit petit, mais aussi que les énergies qui lient les protons et les neutrons sont extrêmement grandes. Et ça explique l'énorme énergie qui peut être dégagée en physique nucléaire avec les réacteurs nucléaires, les bombes atomiques ou les bombes thermonucléaires. Alors, on a vu que le nombre de protons, est noté Z, et définit l'élément chimique. Le nombre de neutrons, par contre, est variable, et deux noyaux qui ne se distinguent que par le nombre de neutrons sont appelés des isotopes. La seule chose qui change, c'est la masse, puisqu'il y a plus ou moins de neutrons qui ont une masse comparable aux protons. On note un noyau, typiquement, comme par exemple pour l'hélium, He2,4. Alors, He est bien sûr l'élément chimique, l'hélium, 2, qui est parfois omis parce que c'est le nombre de protons et qui donc est redondant avec le nom de l'élément chimique, puisqu'un élément avec un atome avec 2 protons est de l'hélium, et 4 est le nombre de nucléons. Et donc, puisque le nombre de nucléons c'est protons plus neutrons, ça veut dire qu'il y a ici 4 moins 2 neutrons. Il y a donc 2 neutrons dans l'hélium. Les différents isotopes, il y en a de nombreux. Alors, comme exemple, notons H11, un seul proton, c'est l'hydrogène, normal. D, ou bien notez aussi H12, c'est le deutérium, ou appelé aussi hydrogène lourd, qui a un proton et un neutron. Plus rare, on en trouve une petite fraction dans l'eau, et c'est à partir de là que les physiciens tirent le deutérium pour les réacteurs nucléaires, l'eau lourde, c'est-à-dire de l'eau où un des atomes est du deutérium. L'eau lourde est très utilisée en physique nucléaire. Et enfin, T ou bien H, 1, 3, est le tritium avec un proton et 2 neutrons. De même, pour l'hélium, on trouve He2,3 ou He2,4. 2,3, ça veut dire 2 protons et 1 neutron. Cette forme d'hélium est assez rare, il n'y en a qu'une toute petite proportion. Tandis que le He2,4, 2 protons, 2 neutrons, c'est l'hélium ordinaire. Quand vous achetez de l'hélium pour gonfler des ballons, c'est de l'hélium 4. Les différents isotopes ont le même nombre de protons, donc leurs propriétés chimiques sont identiques. Un peu différentes parce que la masse des atomes est différente, ça joue un petit peu sur leurs propriétés chimiques, mais très peu. De même, le spectre d'émission, absorption, de rayonnement par les atomes dépend de la structure des électrons, donc du nombre de protons, et donc peu différente entre deux isotopes différents. Il y a quand même une petite différence, et cela permet, quand on observe des spectres, de distinguer les différents isotopes, si on a suffisamment de précision. Dans la nature, on trouve des proportions variables des différents isotopes. Le tritium n'existe pas, ou très peu,
à l'état naturel parce qu'il est radioactif, il disparaît, on trouve beaucoup d'hydrogène ordinaire et un peu de deutérium. On trouve l'hélium n'est pas un élément extrêmement abondant, mais on trouve de l'hélium normal et une infime proportion d'hélium 3. Donc les proportions sont différentes. Et dans les données sur la composition de l'univers, qui font partie des données que le modèle doit expliquer, dont nous avons parlé, il faut tenir compte aussi des différentes proportions d'isotopes qui sont aussi à expliquer. Les nucléons s'attirent donc par interaction forte et se lient. Mais certaines configurations sont plus stables que d'autres. Alors je ne vais pas entrer dans les considérations techniques et dire pourquoi il en est ainsi, mais on notera que la liaison neutron-proton est très stable, alors que la liaison entre deux neutrons et la liaison entre deux protons est beaucoup moins forte. Donc c'est surtout entre deux nucléons de nature différente que la liaison est la plus forte. C'est pour cela que dans la nature, on ne trouve pas d'atomes avec seulement deux neutrons ou de l'hélium avec deux protons mais aucun neutron. Ce n'est pas stable, le noyau ne se forme même pas. Par contre, on trouve neutrons et protons, c'est le deutérium. Et cela explique qu'on trouve certains isotopes dans la nature et pas d'autres. Il y a d'autres raisons. D'abord, les protons ont une charge électrique positive et donc ils se repoussent. Ils se repoussent d'autant plus fort qu'ils sont dans un espace, le noyau, extrêmement petit. Donc ils sont très proches les uns des autres et la répulsion est très forte. Malgré tout, l'interaction nucléaire est plus forte, mais s'il y a trop de protons, si le noyau est riche en protons, les protons vont avoir tendance à quitter le noyau parce qu'ils se repoussent et donc à perdre des protons. En fait, l'émission de protons seuls est assez rare. On a plutôt des assemblages de deux protons, deux neutrons, c'est-à-dire un noyau d'hélium 4, qui sont émis. Pourquoi ? Parce que ce noyau, cette configuration, est particulièrement stable. C'est même la plus stable de toutes les configurations. Et donc, le noyau a tendance à perdre un noyau d'hélium, laissant deux neutrons et deux protons en moins dans le noyau. Cette particule émise est appelée particule alpha, est très énergétique et c'est une des formes de radioactivité. Les neutrons vont donc s'interposer entre les différents protons, les liaisons neutrons-protons sont plus stables, et donc la présence de neutrons va stabiliser le noyau. Mais le neutron lui-même est instable. Il a tendance à se désintégrer. On l'a vu, il se désintègre pour donner un proton, un électron et un neutrino. Et donc, il peut émettre un électron très énergétique, là aussi, appelé radioactivité bêta. Et donc, si le noyau contient trop de neutrons, là aussi, il va y avoir tendance à une radioactivité sous forme d'émission bêta. C'est donc plutôt les mélanges, on va dire équitables, qui donnent un noyau stable. Il y a une série de noyaux stables, d'isotopes stables, et beaucoup d'isotopes radioactifs. De plus, après une telle émission alpha ou bêta, la configuration restante, en général, n'est pas la plus stable. Les nucléons vont avoir tendance à se réarranger, à se remettre sur des couches d'énergie plus faibles, et la différence a été mise sous forme de photons. En fait, c'est exactement comme pour nos électrons. Il y a un niveau excité, puis ça retombe sur un niveau plus stable, avec émission d'un photon. Avec une différence ici, c'est que les énergies sont beaucoup plus grandes, et donc le photon qui est émis n'est pas dans le domaine infrarouge ou visible, il sera plutôt dans le domaine des rayons gamma, très nocifs. Prenons un exemple, le tritium. Le tritium est radioactif. Un de ces neutrons a tendance à se désintégrer, il se transforme alors en proton, et le noyau devient un noyau d'hélium 3. Et c'est même une des méthodes les plus pratiques pour produire de l'hélium 3. Et en plus, il va émettre un électron et un neutrino, bien entendu.
Enfin, l'interaction forte agit à très courte portée, pratiquement la distance d'un nucléon. Au-delà, l'interaction forte, l'interaction nucléaire, diminue très vite. Et donc, dans un gros noyau, on a énormément de nucléons à la surface qui ont peu de voisins. Ils sont donc beaucoup moins bien liés, ce qui fait que les gros noyaux ont tendance à être tous instables. Et à partir d'une certaine masse, d'une certaine taille, tous les noyaux sont instables, toujours radioactifs. Par exemple, l'uranium, le thorium, le plutonium, tous leurs isotopes sont tous radioactifs. Notons même que le plutonium a une durée de vie trop courte, donc on n'en trouve pas dans la nature. Il est synthétisé dans les étoiles explosives, les supernovas, mais il ne reste pas, il se désintègre trop vite. On le produit sur Terre dans des réacteurs nucléaires. Et il en est de même d'autres éléments encore plus lourds, avec des durées de vie encore plus courtes. Un mot sur la fusion thermonucléaire. L'interaction forte est beaucoup plus grande que l'interaction électromagnétique. Oui, mais l'interaction forte n'agit qu'à courte distance. Donc si on prend deux noyaux d'atomes, ceux-ci sont chargés positivement à cause des protons. Ils vont donc avoir tendance à se repousser. Si on les rapproche, la répulsion électrostatique entre les charges électriques va devenir plus grande, de plus en plus grande, vraiment devenir énorme. Et ce n'est vraiment que quand ils sont quasiment en contact que l'interaction forte va prendre le relais. À ce moment-là, les noyaux peuvent se réarranger et fusionner. Mais alors, comment rapprocher les noyaux? Puisque justement, avant d'arriver au contact, il va y avoir une répulsion de plus en plus forte, elle est même énorme. Eh bien, on peut utiliser diverses manières, diverses méthodes. Il y a ce qu'on appelle la fusion inertielle, qui consiste à envoyer des faisceaux laser extrêmement puissants pour pousser les atomes les uns contre les autres. On peut aussi utiliser des accélérateurs, donc on va lancer des ions avec une vitesse énorme pour qu'ils aillent percuter d'autres ions. C'est une des méthodes à les utiliser pour fabriquer des noyaux particulièrement lourds, donc tous les derniers éléments du tableau périodique. Et enfin, il y a la méthode d'une température très élevée. Avec l'agitation thermique énorme, les noyaux vont suffisamment se rapprocher lors des collisions pour pouvoir fusionner. Ainsi, avec l'hydrogène, il faut atteindre une température de l'ordre de 15 millions de degrés. À cette température, les chocs sont suffisamment forts pour que la fusion puisse se produire. C'est le cas au cœur de notre Soleil. Avec du deutérium et du tritium, à cause de la présence des neutrons qui masquent un peu la répulsion entre protons, on a besoin d'une température plus faible, de l'ordre du million de degrés. C'est pourquoi sur Terre, on utilise pour un usage civil ou militaire, on utilise plutôt du deutérium et du tritium, parce que c'est plus facile. Dans la nature, le deutérium est en faible quantité, et le tritium quasiment absent. Donc dans la nature, elle utilise plutôt la méthode à utiliser 15 millions de degrés, comme dans le Soleil. Par exemple, deux noyaux d'hydrogène, donc deux protons vont se rapprocher et former un noyau de deutérium, puisque deux protons ne se lient pas. Donc un des protons se transforme en neutron, c'est la transformation bêta inverse. Ça va avec émission d'un positron, un anti-électron, et un neutrino. Ce noyau de deutérium va également fusionner avec un hydrogène pour donner un noyau d'hélium 3, plus, là, cette fois-là, un simple rayon gamma lorsque les nucléons se réarrangent. Enfin, les hélium 3 ont plutôt tendance à fusionner entre eux plutôt qu'avec un autre hydrogène. Donc deux noyaux d'hélium 3 vont fusionner assez facilement pour donner un hélium 4 et deux protons qui sont libérés, donc deux hydrogènes. L'énergie du positron, du neutrino et surtout du gamma et des noyaux résultants, l'énergie cinétique,
est extrêmement grande, puisque l'énergie nucléaire est très grande, et le gain en produisant de l'hélium est énorme. L'énergie est très grande, et c'est par exemple la source d'énergie des étoiles et de notre Soleil. Notre Soleil, à l'aide de cette fusion de l'hydrogène, brille depuis 4 milliards et demi d'années. Et il a à peu près encore autant à vivre. Voilà, ça nous suffit. Ça nous suffit pour comprendre l'essentiel des mécanismes qui sont liés à ce qu'on appelle la nucléosynthèse, la synthèse des noyaux. On a toutes les cartes en main, on a tout ce qu'il faut. Donc on va pouvoir attaquer les modèles de cosmologie. Alors, dans la prochaine vidéo, nous toucherons un mot de ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, et puis nous verrons le début de ce modèle, d'où on part, quel instant dans l'univers on part, et puis on parlera des modèles de l'univers, donc des modèles issus de la relativité générale, et enfin on verra les différentes étapes d'évolution. Il y a en 8 étapes, et on terminera en parlant des limites du modèle cosmologique, les choses qui sont encore inconnues ou mal comprises. Donc, dans la prochaine vidéo, la présentation du modèle standard de la cosmologie. Je vous remercie.